Shanks le Roux est un traître, Harald devient une épée de dieu et nous en apprenons un peu plus sur ce fameux incident de la Terre Sainte de Marie-Joise orchestré par Fisher Tiger il y a 15 ans. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons parler du chapitre 1167 de One Piece. On commencera comme d'habitude par revoir l'ensemble du chapitre, puis comme d'habitude on passera en mode analyse et théorie. Ce chapitre 1167, intitulé Le Fils d'Ida, est dans la continuité avec ce qu'Oda nous propose depuis maintenant plusieurs mois, entre autres c'est une masterclass de révélation. Nous sommes désormais en train de vivre l'après God Valley, on se retrouve plus précisément 5 ans après l'incident, il y a 33 ans dans le passé. Nous voyons encore un jeune Morgan récolter des informations de la part de pêcheurs au sujet d'une immense silhouette qui surgirait de la brume et qui s'attaquerait aux pirates en mer. Cette discussion continuera dans la prison d'Impel Down à travers un des pirates qui a subi l'attaque et qui la racontera à d'autres prisonniers. Le pirate leur fera savoir qu'avant même qu'ils s'en aperçoivent, leur navire était complètement détruit, ils ont fini au fond de la mer en miettes et ce qui semblait être la cause de leur malheur avait une forme humanoïde. Cette histoire semble faire de plus en plus de bruit et les journalistes cherchent à comprendre si cela ne serait pas en lien avec le triangle de Florian, sauf que les pêcheurs interrogés sont formels, ils ne s'approchent absolument pas de cette zone maritime et quoi qu'il en soit, ce monstre avait une forme humanoïde. Finalement, on nous fera savoir suite à ces mystérieux événements qu'à cette époque, il y a 33 ans, une rumeur est née sur Grand Line, celle d'un monstre qui apparaissait dans la brume, détruisant chaque équipage pirate ayant le malheur de s'approcher trop près de lui. On nous dira que ce monstre n'était autre que le roi Harald, qui pour se racheter de ce millénaire rempli d'erreurs, travailla dans l'ombre pour la marine. Ensuite, on nous fera savoir que les pirates qui ont participé à l'incident de God Valley atteignirent leur apogée une dizaine d'années plus tard, chacun devenant une figure marquante de cette époque. Et pendant qu'à ce moment-là, les pirates étaient obsédés par les guerres de territoire, un équipage en particulier a réussi à faire le tour du monde, une prouesse considérée autrefois comme étant tout simplement impossible. Il s'agissait bien évidemment de l'équipage de Goldie Roger, et c'est peu de temps après que le roi des pirates fut capturé et exécuté. Ces événements étaient censés prouver la puissance du gouvernement mondial, sauf qu'il n'avait pas prévu la grande vague de la piraterie qu'il déclenchera suite à ses dernières paroles au sujet du trésor qu'il a laissé derrière lui, le One Piece. Ceci galvanisera le monde entier, déclenchant un nouvel âge d'or de la piraterie et que personne n'avait anticipé. Pour faire face à cela, la marine recruta une dizaine de géants venus de toutes parts dans ses rangs, le but étant de renforcer sa puissance. Harald étant à ce moment-là devenu comme le Crany Rocks, un véritable pantin du gouvernement mondial qui a été autorisé à fouler la Terre Sainte. Le Gorosei lui apprendra l'existence d'un mystérieux pouvoir, le pacte des bas-fonds. Pacte des bas-fonds qu'il passera, faisant de lui la botte secrète des chevaliers divins et ce qui permet d'être promu au rang de l'âme divine. Il est donc du même rang que Sainte Manmeyer Gunko qui, elle, sur God Valley, avait été appelée épée de dieu. Le Gorosei nous fera ensuite savoir qu'il existe 3 pactes au total et chacun d'eux est d'un niveau différent. Le pacte des bas-fonds est le plus faible, il y a ensuite le pacte des profondeurs, puis le pacte des abysses. S'agissant des 2 pactes les plus puissants, seules 13 personnes possèdent un de ces 2 liens, celle-ci ayant passé un véritable contrat avec le dieu de ce monde. Saint Ethan Baron Nosjuro fera ensuite savoir à Harald que si un jour il venait à devenir chevalier, il apprendra ce qu'est la face cachée de ce monde. Harald demandera alors si c'est ce jour-là qu'Elbaf rejoindra le gouvernement mondial, ce à quoi Saturne lui répondra que oui et qu'ils l'annonceront à ce moment-là au monde entier. Toujours en Terre Sainte, au temple de la chevalerie Shangara, nous retrouverons Garling et Somers qui se demandent ce qu'a Imo en tête pour qu'Harald soit sous ses ordres. La discussion continue et on vient au moment où Garling dira à Harald qu'il doit garder avec lui un escargophone longue portée et qu'il l'appellerait s'il a besoin de lui. Il lui dit aussi qu'il a le droit d'aller dans le monde inférieur mais qu'il ne doit rien révéler de ce qui se passe ici. Après ça, on se retrouve 20 ans dans le passé sur l'île des hommes poissons où Harald et Neptune se racontent leur quotidien de père. On verra qu'ils discutent de leurs enfants respectifs, comme je laissais entendre juste avant, et Neptune viendra à dire à Harald qu'il pense pas que son fils est mauvais, en lui rappelant comment il était quand il avait son âge. Neptune dira aussi à Harald qu'il aura bientôt une fille et qu'il veut déjà la caser avec Loki. Neptune ajoutera qu'il n'est pas sûr que sa fille soit qu'une simple sirène. Selon lui, il est probable qu'elle naisse avec un pouvoir incontrôlable. Ensuite, durant la même année, à la bibliothèque du hibou, Harald faisait savoir à Saoro qu'il pouvait s'installer ici et qu'il avait aussi le droit d'ouvrir une école ici. Puis on reviendra encore 15 ans dans le passé avec le fameux incident qui a eu lieu en Terre Sainte de Marie-Joise. Incident causé par la prouesse de Fisher Tiger qui croisera un chevalier divin qui contre toute attente brisera ses chaînes au lieu de le tuer, qui lui dira aussi qu'il a ouvert l'armurerie et où elle se trouve. On nous rappelle que ceci avait permis la libération d'un grand nombre d'esclaves dont Boa Hancock et ses sœurs et Koala. Après cet incident, on verra que les chevaliers divins songent à l'éventualité que Fisher Tiger avait un allié au sein du gouvernement mondial qui lui a ouvert l'armurerie. Ensuite, Garling présentera à Harald Shanks, son deuxième fils,
qui selon lui, s'il venait à conclure le pacte des profondeurs, serait aussi puissant que Shamrock. Il n'est pour l'instant qu'une lame divine, tout comme Harald, et le roi d'Elbaf, en voyant Shanks, fera part d'une étrange impression, celle de l'avoir déjà rencontré. Shanks lui dira qu'il ne le connaît pas et qu'il est qu'un simple roturier un peu plus grand que les autres, il lui manquera un peu de respect, et il lui dira pour finir qu'il sera chevalier divin avant lui. Après, Shanks part avec son frère et lui fait savoir qu'il veut prouver sa valeur en attrapant celui qui a aidé Fisher Tiger, et pas seulement, peut-être aussi Fisher Tiger, rien n'est précisé là-dessus, mais bref. Shamrock lui propose d'abord d'attendre de guérir, et pour en finir sur cette discussion, Shanks dit à son frère qu'il est terriblement frustré d'avoir perdu 24 ans de sa vie, et qu'avant ça, tout le répugnait, une scène qui se déroule sous l'œil dubitatif du roi Harald. Ensuite, la même année, on apprend qu'Ida est malade, une maladie qui l'affaiblit de jour en jour. On apprendra aussi en parallèle qu'à chaque fois que le roi rentre, il va voir les anciens d'Elbaf pour officiellement faire d'Ida sa femme. Malgré sa maladie, Ida s'inquiète pour son bar et voudrait continuer à y travailler. Loki finira par arriver avec de la viande qu'il veut donner à Ida, il veut aussi qu'elle réouvre vite le bar étant, nous dit-il, son refuge. On apprendra ensuite qu'Ida est la seule à réussir à calmer Loki. On apprendra aussi qu'Ajrudin est parti en mer avec ses compagnons pour trouver un médecin et sauver sa mère, informations qui feront plaisir à Ida. À la fin du chapitre, on apprendra au village natal d'Estrid, donc la mère biologique de Loki, que c'est la famille de celle-ci par jalousie envers Ida s'agissant des richesses qu'elle allait selon eux voler à l'épouse légitime d'Harald, qui l'ont empoisonnée en utilisant un virus que personne ne peut arrêter et qui cause la mort à coup sûr. En apprenant ça de la bouche d'un membre de la famille de sa mère biologique, Loki dégomme le coupable et détruit le village, nous révélant qu'il considérait Ida comme sa mère et qu'elle n'avait pas intérêt à mourir, tandis qu'elle nous dit qu'elle aime Loki autant qu'Ajrudin. C'est ainsi que ce chapitre s'achève et il est désormais temps de passer à la deuxième partie de la vidéo, entre analyse et théorie, et on va commencer par parler rapidement de la fin avec ce qu'on a vu de Loki. Comme on le sait, et depuis qu'il est né, le prince d'Elbaf est considéré par les habitants du pays comme étant le responsable de tous leurs maux. Ceci a d'ailleurs pris de l'ampleur après les dernières paroles de sa mère Estrid, qui disait notamment qu'il était maudit. Suite à cela, Loki dès sa naissance s'est toujours senti seul, ayant été rejeté presque par tout le monde, et plus particulièrement par sa propre mère. Ceci explique donc en grande partie son comportement envers les autres, une attitude qui semble-t-il arrive à être canalisée par Ida, qui nous l'apprenons ici, le considère comme son fils, l'aimant autant qu'Ajrudin. Un amour sincère dont Loki n'était pas insensible, il va même nous faire savoir qu'il l'a considéré comme sa mère. Avant ça, on avait déjà compris que Loki n'avait rien à voir avec les descriptions que faisaient de lui les habitants d'Elbaf. Beaucoup de monde à Elbaf ne l'appréciait pas, mais il y avait aussi d'un autre côté quelques personnes qui l'appréciaient sincèrement, notamment son père Harald et Ida. Il y a évidemment d'autres personnes aussi qui l'apprécient, on le verra plus tard par exemple avec Mossa, que Loki n'a encore jamais vu, mais dont nous avons un gros indice sur son identité grâce à ce chapitre, même si au début je vous avoue que je trouvais ça un peu chelou. Avant de traiter du cas Mossa, j'aimerais simplement terminer s'agissant de Loki, qui s'il devait rejoindre un équipage à l'avenir, tout nous indique aujourd'hui, à travers donc ces différents flashbacks, que ce sera celui de Luffy. Le fait aujourd'hui de nous confirmer que Loki possède un bon fond s'ajoute à son rêve de détruire le monde. Je suis aussi persuadé que lorsque Loki verra Luffy sous Gear 5, celui-ci sera convaincu de le suivre. Je rappelle tout de même qu'il est fort probable, et encore plus si on se rappelle de la vision de Shirley, que Luffy est destiné à détruire l'île des Hommes-Poissons. Destruction qui ne s'arrêtera bien sûr pas à l'île des Hommes-Poissons, il faut s'attendre à ce qu'il détruise le monde qu'a créé Imu depuis 800 ans, chose qui parle à Loki qui considère Nika comme étant un dieu destructeur. Loki verra alors sous ses yeux le véritable Nika, le destructeur du monde en action, à travers donc Monkey D. Luffy. Voilà tout pour ça. Nous avons entendu Mossa pour la première fois dans le chapitre 1134, et depuis nous ne savons toujours pas qui elle est. Nous savons deux choses à son sujet, qu'il s'agit d'une fille, et qu'il a vécu un événement traumatisant il y a peu. Comme je le disais, aujourd'hui nous ne savons toujours rien d'elle, nous ne savons pas d'où elle vient et qui elle est réellement. Cependant, durant ce chapitre 1167, Eiichiro Oda semble nous laisser un gros indice à propos de Mossa, nous révélant carrément son identité. Sauf que très franchement, ça a tout l'air d'être un piège tendu par Oda pour nous mener encore une fois en bateau. En effet, il y a 20 ans au royaume de Ryugu, Harald est venu rendre visite au roi Neptune, une visite qui a donné lieu à une discussion entre les deux rois au sujet de leur péripéties en tant que père. Tandis qu'ils discutaient, viendra le moment où Neptune fera savoir à Harald que dans 4 ans, selon sa voyante, il aura une fille et proposera donc au roi des géants d'en faire la fiancée de Loki lorsqu'elle arrivera. Lorsque les deux hommes trinqueront à l'avenir de leurs 2 enfants, Harald appellera la future fille de Neptune fille poilue, qui est la traduction du mot Mosa Mosa. La princesse Shirahoshi que nous connaissons aujourd'hui est donc surnommée par le roi Harald de Mosa Mosa. Il est donc possible, selon cette séquence, que l'ami de Loki qu'il n'a jamais vu et avec qui il discute seulement par Denden Mushi soit la princesse sirène Shirahoshi. D'ailleurs, dans le chapitre 967, dans le flashback d'Oden, lorsque Roger et ses hommes retournent sur l'île des Hommes-Poissons, Roger demandera à la jeune Shirley quand est-ce que la fille de Neptune naîtra.
Elle lui répondra « dans 10 ans ». Et Roger taquinera alors Neptune, lui faisant savoir qu'ils ne viendront pas enlever son ébouriffé de fille. Et suite à cela, Neptune lui dira « qui te dit qu'elle sera ébouriffée ?» sans qu'on nous montre une quelconque réponse de la part de Roger. Le fait que Roger dise à Neptune que sa fille sera ébouriffée renvoie à l'idée selon laquelle elle serait poilue, comme Harald lui dira un an plus tard. Évidemment qu'ébouriffé et poilu sont deux mots différents, ébouriffé voulant dire en désordre, hérissé, décoiffé, qui part dans tous les sens. Sauf qu'on utilise ce mot souvent pour les cheveux, les plumes, mais aussi pour les poils. Donc même si c'est un peu tiré par les cheveux, c'est quand même curieux ayant en tête ce qui s'est dit entre Harald et Neptune dans le chapitre 1167, que Roger dit ça comme par hasard à Neptune à propos de sa fille un an avant qu'Harald lui rende visite, disant sans réelle raison que sa fille sera poilue. Et d'ailleurs, si cela s'avère être vrai, il faut s'attendre à apprendre dans quelques temps qu'il s'est passé quelque chose sur l'île des hommes poissons. Car en effet, lors de sa première apparition, Mosa et Loki discutaient d'une chose traumatisante qu'elle aurait vécue, chose qui ferait donc sens avec ce qui s'est passé dans l'arc de l'île des hommes poissons. Ceci pourrait très bien aussi être lié à ce qu'a vécu Shirahoshi durant la rêverie. Et pour en revenir à ce que je disais s'agissant du fait qu'il s'est peut-être passé quelque chose sur l'île des hommes poissons, c'est que dans le chapitre 1151, Mosa contacte Loki lui faisant savoir qu'elle était débordée et qu'elle ne pourrait plus utiliser l'escargophone pendant un moment. Mosa ajoutera que chaque moment passé à parler avec Loki était devenu des moments de paix inestimables et elle voulait le remercier pour ça. Après ça, elle raccrochera. On est d'accord que quelque chose est en train de se passer là où elle se trouve, quelque chose de dangereux. Donc si Mosa est bien Shirahoshi, on peut imaginer que quelque chose d'inquiétant est en train de se passer sur l'île des hommes poissons, reste maintenant à savoir quoi. Voilà tout s'agissant de Loki. Je voudrais maintenant vous parler aussi, assez rapidement, du Shanks qu'on a vu durant ce chapitre 1167. Et je vais pour le coup seulement me concentrer sur sa blessure qu'il vient tout juste de subir, une blessure qui recouvre l'œil où nous verrons plus tard sa fameuse cicatrice. Une blessure que Shanks nous dira avoir subie de la part de Teach lorsqu'il discutait avec Barbe Blanche en préellipse. Et Barbe Noire nous confirmera plus tard, lors du face-à-face entre son équipage et celui de Shanks, qu'il est bien l'auteur de cette cicatrice. Une blessure qu'il a eue à l'âge de 24 ans, Teach ayant quant à lui 25 ans à ce moment-là. Cela veut donc dire que Barbe Noire était encore membre de l'équipage de Barbe Blanche et qu'il est fort probable que pour des raisons que nous ne connaissons pas, les Chevaliers Divins et l'équipage de Barbe Blanche se sont affrontés. C'est à l'issue de cette bataille que Shanks a été promu au rang de lame divine. C'est aussi à l'issue de cet affrontement que Shanks a été blessé par Teach, lui offrant sa cicatrice caractéristique. Une bataille qui a aussi impliqué Shamrock, qui à ce moment-là est censé être plus fort que Shanks, ayant lui fait le pacte des profondeurs directement avec Imu. Ceci pourrait donc au vu de sa puissance expliquer que quelqu'un ressemblant beaucoup à Shanks serait parvenu à blesser Newgate. En effet, comme vous le savez, dans la discussion préellipse entre Shanks et Newgate, l'ancien membre des Rocs se faisait savoir à Shanks qu'à chaque fois qu'il voyait sa tête, ça lui réveillait une vieille blessure. Une blessure que je pensais que Newgate avait reçue sur God Valley et infligée donc par Garling, sauf que finalement cette scène semble laisser entendre qu'à un moment donné, tandis que Newgate était à son prime, lui et ses hommes ont affronté quelques-uns des Chevaliers Divins, là où Shanks et Newgate ont eu leur fameuse blessure, dont ils ont tous deux mentionné dans une discussion qui date aujourd'hui pour nous lecteurs à environ une vingtaine d'années. Voilà tout pour ça, et vous le verrez, on reviendra très rapidement sur Shanks. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur un des personnages centraux de ce chapitre, le roi Harald. Comme on le sait, le roi Harald était prêt à tout pour qu'Elbaf soit affilié au gouvernement mondial. Dans le chapitre précédent, il s'est même dit être prêt à devenir un esclave pour que son souhait soit réalisé. Face à la détermination d'Harald, le gouvernement mondial le laissa une chance de se racheter pour ce millénaire rempli d'erreurs, et il travailla donc dans l'ombre pour la marine. C'est ainsi qu'Harald fut finalement autorisé à fouler la Terre Sainte, il fit le pacte des bas-fonds et devint une lame divine. Le pire cauchemar de David Ixebek est arrivé. Harald est officiellement devenu un soldat du gouvernement mondial, et on l'a vu, la marine a recruté une dizaine de géants dans ses rangs pour faire face à la grande vague de la piraterie. Tout ça semble aller dans le sens des paroles d'Imu lorsqu'il affrontait Rox et qui lui disait qu'à travers les géants d'Elbaf, il avait trouvé une armée de soldats obéissants. Imu connaît l'importance des géants dans la guerre finale qui aura bientôt lieu, et le but est de mettre les géants de son côté, étant donné qu'ils feront pencher la balance dans la guerre finale. Et je pense que la réponse à la question de Garling est tout simplement ce que je viens de dire. Imu sait énormément de choses sur le monde, et il fait partie des quelques personnes dans le monde à savoir ce que réserve l'avenir, chose que Garling ne sait pas. Seul Imu semble savoir ce qu'il prépare. Ce que je trouve tout de même curieux, c'est qu'Harald semble tout d'un coup encore plus déterminé à affilier Elbaf au gouvernement mondial. Harald s'entête à obéir au doigt et à l'œil aux ordres du gouvernement mondial, à tel point qu'une légende sur Grand Line est née, celle d'un monstre apparaissant dans la brume, détruisant chaque équipage pirate qui s'approchait trop près de son navire. Chose que Rox avait prédit, Harald est devenu une arme pour le gouvernement mondial, et c'est même pire encore, étant donné qu'il est sur la bonne voie pour devenir un chevalier divin. Néanmoins, malgré tout ce qu'on a pu voir dans ce chapitre,
On sait qu'Harald va finir par trahir le gouvernement mondial, et c'est cela qui causera sa mort. Il est donc possible que cette soudaine détermination à vouloir rejoindre le gouvernement mondial, qui a clairement pris de l'ampleur à partir du chapitre précédent, s'explique à travers le fait qu'Harald a une idée derrière la tête. Une idée qui, volontairement ou pas, ne plaira pas à Ymou, ce qui sera la principale cause de sa mort. Mais avant ça, nous avons pu voir qu'effectivement, Harald a passé un pacte avec le gouvernement mondial, le pacte des bas-fonds. Le même pacte que celui que nous a montré Shanks dans le chapitre 1152, lorsqu'il profitait d'un bain aux côtés de Gaban, tandis qu'Harald se faisait d'Homiré-Bercy il y a 14 ans. Le chapitre nous parle pour la première fois des différents pactes qui existent et qui lient Ymou à ses soldats. On nous apprend pas mal de choses, on nous dit qu'il y a 3 pactes en tout et chacun d'eux a un niveau différent. Le pacte des bas-fonds est le plus faible des liens, donc celui qu'on a vu chez Harald et Shanks. Il existe ensuite le pacte des profondeurs, et pour finir, le pacte des abysses. On nous fait savoir que seules 13 personnes possèdent l'un des 2 derniers pactes cités, ces 13 personnes ayant passé un véritable contrat avec le dieu de ce monde. Tout porte à croire que ces pactes permettent à ceux qui le passent de bénéficier d'une partie des pouvoirs du dieu du monde. Cependant, il semble que pour le pacte le plus faible, le pacte des bas-fonds ne nécessite pas une rencontre avec Ymou. Ymou est certainement mis au courant, mais il est probable que pour réaliser ce pacte, quelqu'un ayant un pacte supérieur, je pense surtout au pacte des abysses, soit en mesure d'attribuer à un individu choisi le pacte des bas-fonds. Le fait aussi qu'on nous parle de pacte avec Ymou dans ce chapitre fait évidemment penser à la légende qui tourne autour de Davy Jones. Lorsque Robin et Sanji nous parlent de Davy Jones pour la première fois, lors donc de l'arc du Davy Backfight, on nous fait savoir qu'il a vécu il y a très longtemps, nous savons aujourd'hui que c'était pendant le siècle oublié. Pour des raisons encore inconnues, il aurait été maudit par le diable en personne, et les pirates pensent qu'il vit encore au fond de la mer. C'est pourquoi le fond marin est également connu sous le nom de casier de Davy Jones, ou Davy Jones Locker en anglais, dont Davy Jones est le propriétaire, et donc tout ce qui coule en mer et qui atteint son territoire lui appartient. Dans cette légende, le fait d'apprendre que Davy Jones a été maudit par le diable fait évidemment beaucoup penser aux différents pactes existants dont Ymou est à l'origine. D'autant plus qu'on sait, grâce à David Xebec, qu'effectivement une promesse liée Ymou et Davy Jones, donc étant donné qu'on ne sait rien de cette promesse, pourquoi ne pas imaginer qu'il y a un lien avec ces fameux pactes? Peut-être que Davy Jones a fait un pacte avec Ymou. Je pense aussi au fait que tous les pactes possèdent un nom qui fait référence aux différents niveaux sous la surface de l'eau en mer. Effectivement, comme son niveau de puissance l'indique, dans un contexte maritime, les bas-fonds correspondent à une zone marine très peu profonde, près du rivage ou des côtes, où on peut retrouver par exemple des rochers, des algues et parfois même des épaves accessibles. Ensuite, le pacte suivant est celui des profondeurs, qui fait donc aussi référence à une zone marine située assez loin sous la surface, mais ce n'est pas encore le plus extrême. Ce sont donc les profondeurs classiques de l'océan, où la lumière commence à disparaître, la pression augmente, on trouve des espèces adaptées à la pénombre. Pour finir, le pacte le plus puissant est celui des abysses, faisant référence aux zones les plus profondes et sombres de l'océan, souvent à plus de 4000 voire 6000 mètres de profondeur. Il n'y a aucune lumière, une pression immense, une température très basse et des formes de vie très particulières. Tous les pactes cités font, comme vous l'avez remarqué, référence à une zone maritime bien particulière. Et à cela, on peut donc ajouter le fait qu'Ymou a condamné Davy Jones à vivre sous les profondeurs des océans pour le reste de sa vie. Et qu'est-ce qu'il y a sous les profondeurs? On est bien d'accord, les abysses. Abysses qui est le plus gros niveau de pacte qu'on peut passer avec Ymou, et ce qui correspond, j'imagine, au niveau de puissance que pouvait avoir un homme comme Davy Jones, et donc Xebec disait qu'il était le véritable ancien roi du monde. Nous pouvons aussi parler du nom que possède le dieu du monde, Ymou, qui est, comme vous le savez peut-être, avec toutes les théories qui existent à ce sujet, l'anagramme parfait de Umi qui veut dire mer en japonais. Énormément de choses lient Ymou à la mer, et en sachant tout cela, on se demande si ce serait pas lui le représentant du dieu de la mer de cette époque. Ymou était peut-être même à l'époque du siècle oublié, le dieu de la mer donc de cette époque. Mais bref, pour en revenir rapidement au pacte, nous avons appris qu'il y avait seulement 13 personnes qui étaient liées à Ymou par l'un des 2 pactes les plus puissants, à savoir celui des profondeurs et des abysses. Parmi les rangs qui devraient posséder un de ces 2 pactes, on imagine bien sûr que les membres du Gorosei en ont un, ainsi que certains chevaliers divins. Parmi les chevaliers divins, nous savons que durant l'incident de God Valley, il en existait au moins 7, avec 3 que nous connaissons, Saint Shepherd de Somers, Saint Garling Figurland et Sainte Mafei. Il y en a ensuite 4 que nous connaissons pas, mais dont nous savons néanmoins qu'ils sont des chevaliers divins présentés comme tels lors de l'incident de God Valley. Étant donc tous des chevaliers divins, il est fort probable que chacun d'eux possédait un des 2 pactes majeurs à cette époque. On y ajoute les 5 doyens, et on a un total de 12 personnes qui avaient un pacte avec Ymou. Et il est probable que le chiffre 13 n'ait pas été choisi par hasard durant ce chapitre pour nous donner le nombre de personnes ayant effectué un des 2 pactes majeurs avec Ymou. Le chiffre 13, qui dans le folklore européen, notamment au Moyen-Âge, a souvent été considéré comme un chiffre maudit ou diabolique. Et encore aujourd'hui, certains pensent que le chiffre 13 porte malheur. Dans le célèbre tableau La Scène, Jésus est assis avec 12 apôtres, donc 13 personnes au total. Le 13e était Judas, celui qui trahit Jésus. Donc dans la culture chrétienne occidentale, le chiffre 13 a été associé à la trahison et au mal, ce qui lui a donné une connotation diabolique.
Christianisme qui d'ailleurs bénéficie de nombreuses références dans One Piece à travers par exemple Bartholomew Kuma. Tout ça pour dire qu'il est fort probable que le nombre de personnes qui peuvent faire un pacte avec Imu se limite à 13 et que lors de l'époque de God Valley, il restait une personne que nous connaissions pas qui avait lui aussi fait un des 2 pactes majeurs avec Imu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une quinzaine d'années plus tard, seulement 13 personnes avaient conclu un des 2 pactes majeurs avec Imu. Dans ces 13 personnes, il faut très certainement compter les 5 doyens. Et ensuite, dans les chevaliers divins, il y a Saint Garling Figurland, Saint Shamrock Figurland et Saint Shepherd Somers. Quant à Sainte Man Meyers Gunko, elle était une lame divine durant l'incident de God Valley, elle est présentée comme un chevalier divin seulement sur Elbaf, on sait donc pas quand elle a été élevée au rang de chevalier divin, donc difficile de la compter ici. C'est pareil pour Killingham, qui nous a été présenté comme un chevalier divin seulement sur Elbaf. Donc on va dire qu'on connaît pour sûr 8 personnes sur 13 à cette époque qui ont effectué l'un des 2 pactes les plus puissants avec Imu. Après, il se peut que parmi les 5 autres personnes, il y avait les 4 chevaliers divins que nous ne connaissions pas sur God Valley. Mais vu que jusque-là, on nous en montre aucun d'eux, je me dis qu'il est possible qu'aucun des 4 chevaliers que nous connaissions pas, et qu'on a vu sur God Valley, n'a préservé son pacte avec Imu. Peut-être parce qu'ils sont morts au combat, ou peut-être qu'Imu a tout simplement rompu le pacte et les a tués comme on a pu le voir avec Saturne récemment, ou 3ème cas de figure, tout comme Shanks, ils ont trouvé le moyen de ne pas mourir tout en annulant leur pacte avec Imu, ce qui, je l'avoue, est très peu probable. D'ailleurs, il faut s'attendre à ce que plus le niveau de pacte est élevé, plus l'engagement est conséquent. En effet, pour annuler le pacte avec Imu, Shanks l'a payé d'un bras, alors qu'il possédait le niveau de pacte le plus faible. Il faut donc s'attendre à ce que pour les niveaux les plus élevés de pacte, le rompre coûte la vie. Dans le présent de One Piece, nous savons pour sûr qu'il y a au moins un total de 9 personnes qui ont effectué un des 2 pactes majeurs avec Imu, 9 personnes que nous connaissons, avec notamment les 5 doyens, composés de Garling, Mars, Workuri, Nosjuro et Jupiter, et les chevaliers divins connus avec Shamrock, Gunko, Somers et Killingham. Si l'idée selon laquelle le nombre de personnes avec qui Imu peut faire un pacte se limite à 13, alors il nous reste à découvrir qui sont les autres personnes ayant effectué un des 2 pactes. Et pour finir, s'agissant de ce point, on pourrait aussi se dire que plus le statut d'un individu est élevé, plus son niveau de pacte est élevé aussi. Il faut donc s'attendre à ce que les 5 doyens possèdent le pacte des abysses, et les chevaliers divins, mis à part peut-être Shamrock, qui vu qu'il en est le chef, aurait lui aussi le pacte des abysses, auraient tous donc le pacte des profondeurs. Après, on peut aussi imaginer pour Shamrock qu'en tant que chef de l'ordre des chevaliers divins, il est le plus proche de recevoir le titre de doyen si l'un d'eux faille à sa mission, comme Saturne a échoué, et que tout comme Garling, il puisse en profiter à l'avenir, lui permettant ainsi de faire le pacte des abysses auprès d'Imu. Donc comme je le disais, on aurait alors les 5 doyens qui auraient effectué le pacte des abysses avec Imu, ce qui leur permet d'acquérir comme pouvoir la téléportation via les pentagrammes démoniaques, la capacité de régénération plus l'immortalité, ainsi que la transformation en yokai. Les 8 autres chevaliers divins qui devraient normalement avoir effectué le pacte des profondeurs bénéficieraient alors de la téléportation ainsi que la régénération. Shanks, après que l'équipage du roi des pirates a été dissous et après l'exécution du capitaine, est retourné en Terre Sainte et a semble-t-il rapidement accédé au rang de lame divine. En effet, tout comme Gunko durant l'incident de God Valley ou plus récemment le roi Harald, Shanks possède le rang d'épée de dieu. On remarque que lorsque Garling présente Shanks à Harald et que le roi d'Elbaf a la sensation de le reconnaître, Shanks se montre directement agressif comme s'il avait peur d'être démasqué. Ceci est d'autant plus flagrant quand on nous montre la tête qu'il fait juste après avoir prononcé ces paroles. Et bien sûr, comment ne pas parler de l'incident de la Terre Sainte de Marie-Joise, causé par le célèbre homme-poisson Fisher Tiger. Petit rappel, il y a environ une quinzaine d'années dans le passé, poussé par ses convictions personnelles et ce qu'il avait vécu en tant qu'ancien esclave des dragons célestes, le célèbre Fisher Tiger se lança à Marie-Joie dans un combat épique qui se finit par la libération de nombreux esclaves. Considéré par le gouvernement mondial comme l'un des pires criminels, il était aussi acclamé comme un sauveur. Les hommes poissons qui l'admirèrent ainsi qu'avec ceux qui l'avaient sauvé fondèrent l'équipage des Pirates du Soleil. Ils naviguèrent sur les océans tout en attaquant et coulant les navires de la marine. Malgré tout ce qu'il a fait, étant donné que lors de son attaque à Marie-Joie, Fisher Tiger s'était distingué à travers le fait qu'il avait libéré tous les esclaves sans distinction de race, il mourut tout de même avec un ressentiment de haine qu'il portait à l'égard des humains, même si effectivement il en avait honte, chose qu'Arlong n'oubliera pas d'ailleurs. Ce chapitre 1167 nous montre certains aspects différents par rapport à ce qu'on nous a montré lors du flashback de Fisher Tiger raconté par Jinbei. En effet, nous savions qu'avant de s'attaquer à Marie-Joie, Fisher Tiger a été réduit en esclavage par les dragons célestes pendant plusieurs années, et c'est après s'être échappé de cet enfer qu'il a décidé quelque temps après de s'attaquer à la Terre Sainte dans le but de libérer les esclaves. Sauf qu'il ne me semble pas que durant le flashback raconté par Jinbei, on nous disait que Fisher Tiger était un esclave au moment où il s'attaquait à Marie-Joie. On nous a simplement dit qu'il s'était attaqué à la noblesse mondiale. Et vraiment, si je me trompe, n'hésitez pas à me le faire savoir, car je vous avoue que j'ai un petit doute là-dessus. Cependant, nous savons par rapport à sa légende, ainsi que les paroles des dragons célestes, que celui qui s'est attaqué à la Terre Sainte était considéré comme un esclave. Donc à voir si je me prends la tête pour rien, et c'est vrai que de toute façon c'est pas très important. Fisher Tiger avait effectivement autour de son cou le collier ainsi que les chaînes que les esclaves des dragons célestes portent. Et parmi les éléments qu'on nous a pas précisés dans le flashback de Fisher Tiger raconté par Jinbei,
On nous avait pas dit aussi que l'homme poisson avait reçu l'aide inattendue de ce que le futur capitaine des Pirates du Soleil qualifiera comme étant un chevalier divin. Ce mystérieux chevalier divin va contre toute attente détruire les chaînes de Fisher Tiger et lui fera savoir qu'il a ouvert l'armurerie tout en lui indiquant la direction à prendre. C'est donc ceci qui a permis la victoire totale de Fisher Tiger contre les dragons célestes de Marie-Joie et qui lui a donc permis de libérer un grand nombre d'esclaves tels que Boa Hancock et ses sœurs ou encore la future membre de l'armée révolutionnaire, Koala. Fisher Tiger, lorsqu'il était sur le point de succomber à ses blessures, a assuré, malgré qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'haïr les humains, que parmi eux il y en avait qui étaient bons et qui ne méprisaient pas les hommes poissons. Quant à ces dernières paroles, Fisher Tiger en était convaincu, et il est fort probable que cela s'explique par le fait que c'est un dragon céleste, et même ce qu'il qualifiait de chevalier divin, qui lui a permis de libérer un grand nombre d'esclaves. Il est désormais temps, je pense, de se demander qui a aidé Fisher Tiger durant l'incident de la Terre Sainte de Marie-Joise. D'après les informations que possèdent les chevaliers divins, ils pensent que c'est quelqu'un du gouvernement mondial qui a ouvert l'armurerie. Et Fisher Tiger, selon ses dires, a l'air d'avoir été aidé par un chevalier divin. Il semble au premier abord que la personne qui a aidé Fisher Tiger est Shanks, d'autant plus que lorsqu'on nous montre la sombre silhouette de l'individu, on fait bien gaffe de nous cacher son œil gauche, tandis que son œil droit est parfaitement visible. En effet, cela donne un indice supplémentaire pour nous laisser penser qu'il s'agit de Shanks, étant donné qu'après, lorsqu'on va nous montrer Shanks en compagnie de son père biologique et son frère jumeau, celui-ci nous dévoilera que son œil gauche est caché par un bandage suite à une blessure. Ce ne sont pas les seuls indices permettant de prouver le fait que Shanks a un plan derrière la tête, et qu'il fait donc semblant d'être un dragon céleste. Je l'avais dit tout à l'heure, mais il y a aussi le moment où Shanks parle mal à Harald et semble ensuite s'en vouloir. J'aimerais aussi souligner les dernières paroles de Shanks durant ce chapitre, quand il disait qu'avant de revenir en Terre Sainte, le fait de vivre dans le monde inférieur aux côtés des humains le répugnait. Il dit ces paroles tandis que quelques cases plus haut, nous voyons ça, un Shanks avec un large sourire aux côtés de ses compagnons au sein de l'Oro Jackson. En voyant ça, c'est vrai qu'il est difficile de croire que Shanks serait finalement un traître. Et bien sûr, comment ne pas parler des différentes réactions du roi Harald, d'abord quand Garling lui présente Shanks, puis lorsque Shanks part en compagnie de son frère et qu'Harald le regarde d'un air dubitatif. Nous savons que quelques années avant, l'équipage de Goldie Roger est parvenu à accomplir la prouesse de faire le tour du monde, et qu'Elbaf était une étape importante de ce périple. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, Gaban attendait les Mugiwara sur le pays des géants pour accomplir sa mission. Il est donc probable que si Harald semblait avoir déjà vu Shanks, c'est parce que quelques années avant, l'équipage de Roger a fait escale sur l'île des géants. Le fait qu'Harald n'ait pas été capable de reconnaître l'individu qui lui a tout juste été présenté, c'est parce que leur rencontre a eu lieu il y a maintenant plusieurs années dans le passé, qu'elle a sans doute été rapide et qu'à ce moment-là, Shanks était encore jeune par rapport aux 24 ans qu'il a à ce moment-là. Au-delà de tout ce que je viens de dire, nous sommes beaucoup à être convaincus que Goldie Roger, avant de mourir, a confié aux membres les plus importants de son équipage une mission qui avait pour but de guider l'individu qu'ils penseront être celui qu'attendent Roger et Joy Boy. Crocus a été placé au Cap des Jumeaux. Il est situé en bas de Rivers Mountain, à la sortie qui mène vers Grand Line. Il s'agit du point précis qui sépare Red Line et Grand Line, et de cet endroit, il est possible de choisir une des 7 destinations possibles de Grand Line en suivant les différentes directions du log pose. Le Cap des Jumeaux est souvent décrit comme le début de la vraie vie de piraterie, celle de Grand Line. C'est une sorte de rite de passage incontournable pour presque tous les pirates. Grand Line étant entouré par Calm Belt, il est impossible à traverser sans moyens spéciaux. C'est ici précisément que les Mugiwara ont appris comment fonctionnent les log poses et pourquoi la navigation sur Grand Line est unique. Et la personne qui leur a appris tout ça, ce n'est autre qu'un ancien équipier du roi des pirates, Crocus. Ensuite, l'autre endroit où les Mugiwara ont rencontré un ancien membre des pirates de l'Oro Jackson, c'est à Sabaody. Sabaody est le dernier arrêt obligatoire pour tous les pirates qui veulent se rendre sur l'île des hommes poissons, puis dans le Nouveau Monde. C'est aussi le seul endroit où l'on peut faire bullifier son navire pour aller sur l'île des hommes poissons. C'est donc un point central pour tout pirate voulant aller dans le Nouveau Monde, et c'est là que les Mugiwara vont rencontrer Silvers Rayleigh, qui sera celui avec Shakuyaku qui leur expliquera tout ce qu'ils doivent savoir. Rayleigh sera aussi celui qui entraînera durant l'ellipse Monkey D. Luffy pour le préparer à être suffisamment fort pour faire face aux dangers du Nouveau Monde, en lui enseignant notamment le haki. Skopper Gaban sera quant à lui l'ancien membre d'équipage des pirates de Roger qui se trouvera sur Elbaf, une île centrale ayant une importance clé dans l'histoire du siècle oublié, dans l'histoire de Nika aussi. Il est désormais le Ohara 2.0, les livres des érudits ayant été récupérés après le Buster Call et précieusement gardés dans la bibliothèque du hibou sur Elbaf. Elbaf est aussi le seul lieu que nous avons découvert jusque-là qui garde des éléments directement liés au siècle oublié, avec notamment les textes du Halley, ainsi que la fresque qui l'accompagne. Skopper Gaban sera très certainement celui qui expliquera aux Mugiwara comment venir à bout des chevaliers divins en contrant leur capacité de régénération. Et pour finir, là où je veux en venir avec tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est que tout porte à croire désormais que Shanks, tout comme Crocus, Rayleigh et Gaban, s'est vu être attribué une mission de la part de Roger. Une mission qui consiste à mettre la main sur un fruit du démon légendaire, le Ito Itonomi modèle Nika.
Cette mission l'a peut-être amené à faire des recherches en Terre Sainte, ayant été obligé de faire semblant de vouloir gravir les échelons en tant que dragon céleste, passant donc de dragon céleste à lame divine, puis chevalier divin, et plus encore. Après je me dis aussi peut-être que le fait que Shanks s'est retrouvé à être une lame divine en Terre Sainte n'a rien à voir avec la recherche du Ito Ito no Mi modèle Nika. Il a peut-être reçu plusieurs missions de la part de Roger, et cela expliquerait pourquoi Shanks n'a pas pu vivre une vie tranquille de pirate avec son ami Baggy. Et c'est peut-être aussi pourquoi Gaban l'a appelé l'enfant de la destinée, peut-être qu'il était destiné à accomplir une certaine mission. Une mission qui expliquerait aussi par ailleurs pourquoi Shanks dans le chapitre 968, après avoir posé plusieurs questions à Roger après son retour de Lost Tale, s'est vu fondre en larmes dans les bras de son capitaine. Je rappelle qu'à ce moment-là, Roger n'avait pas encore annoncé à ses hommes sa décision de dissoudre l'équipage, donc rien ne nous explique encore pourquoi Shanks s'est mis à pleurer dans les bras de Roger, alors que celui-ci venait tout juste de rentrer de sa découverte de la dernière île, un instant qui devrait être normalement marqué par la joie et la bonne humeur, sauf que ça n'a pas été le cas pour Shanks. Shanks, au lieu d'être heureux de ce qu'a accompli son équipage malgré son absence, est en pleurs suite à sa rapide discussion avec Roger, et il y a forcément une explication. C'est peut-être là que Roger a donné ses instructions à Shanks. D'ailleurs, il se passe la même chose pour Rayleigh quelques temps plus tard, sauf que cette fois-ci, l'équipage de Roger se dissout officiellement. Roger va alors dire quelques mots au Seigneur des Ténèbres qui le feront pleurer. Il s'agit, je pense, plus d'adieu, étant donné qu'après il devrait normalement plus se revoir, que de longues instructions permettant de guider la prochaine génération susceptible de marcher sur leurs pas. En tout cas, il est en effet peu probable que d'abord Shanks, à travers le fait d'avoir récupéré le Ito Ito no Mi modèle Nika ainsi que sa mission en Terre Sainte, que Crocus au Cap des Jumeaux, Rayleigh à Sabaody et Gaban sur Elbaf se soient tous retrouvés à ces endroits stratégiques pour les pirates qui voudraient trouver le One Piece par pur hasard. Roger a poussé la prochaine génération de pirates à trouver son trésor en déclenchant la grande vague de la piraterie. Crocus leur apprend la base de la navigation sur Grand Line, Rayleigh les aide à atteindre le Nouveau Monde, Gaban leur apprend comment combattre le plus grand ennemi qu'ils auront à affronter, et Shanks devient le mentor du futur roi des pirates et a récupéré pour lui, sans savoir à qui il allait le donner, le Ito Ito no Mi modèle Nika. En tout cas, si cela s'avère être vrai, il est fort à parier que Shanks fait semblant de vouloir rejoindre l'ordre des Chevaliers Divins pour accomplir une certaine mission confiée par Roger. Ce qui expliquerait pourquoi il a fini par redescendre dans le monde inférieur et quitter la Terre Sainte. Shamrock nous faisait savoir dans le chapitre 1138 que Shanks, malgré être revenu en Terre Sainte, a fini par préférer retourner dans le monde inférieur. En tout cas, tout ce que je viens de dire, si j'ai raison, vous l'aurez compris, reviendrait à dire que le membre du gouvernement mondial qui a aidé Fisher Tiger à libérer les esclaves n'est autre que Shanks, qui comme par hasard se trouvait en Terre Sainte à ce moment-là. Maintenant, évidemment, même si tout semble indiquer que Shanks n'a pas basculé du mauvais côté, comment ne pas avoir imaginé ne serait-ce qu'une seconde la possibilité que Shanks soit un traître? Et si Shanks se fait bel et bien semblant d'être un dragon céleste, il faut souligner son jeu d'acteur au moment où il va recadrer Harald. Car il a été tellement bon que je me suis demandé s'il n'était pas un traître, pareil pour ce qui est du moment où il discute avec Shamrock et qu'il dit qu'avant de revenir en Terre Sainte, tout le répugnait. À cela, je vais pas vous refaire la théorie dont on a déjà parlé 1000 fois qui consiste à dire que Shanks a un comportement douteux avec ce qui s'est passé notamment sur Marineford et qu'il a soi-disant été capable de repousser Kaido sans la moindre trace de bataille, que ce soit sur lui, sur ses hommes ou sur son navire. Le fait notamment qu'il est probable aussi que ce soit lui qui se soit entretenu avec le Gorosei et j'en passe. Ensuite, j'ai pensé à un truc, la mort d'Harald ne va pas tarder à nous être montrée, et on sait que Shanks était effectivement présent sur l'île à ce moment-là, et qu'il avait toujours le pacte des bas-fonds sur son bras. En sachant cela, je me suis demandé si Shanks n'a pas eu un quelconque lien avec la mort du roi Harald il y a 14 ans. Harald a l'impression d'avoir déjà vu Shanks quelque part. Ensuite, on le voit encore dubitatif, Shanks l'ayant semble-t-il troublé. Ceci pourrait nuire à sa mission, il aurait donc fait en sorte qu'Harald disparaisse. Le fait que Shanks soit à ce moment-là avec Gaban servirait seulement à le distraire tandis que ses camarades chevaliers divins s'occupent d'Harald sans que Gaban intervienne. En vrai, je vous l'avoue, c'est grave tiré par les cheveux, mais j'étais obligé de vous faire part de ce cas de figure, et sachez qu'en réalité, j'y crois mais absolument pas, et que pour moi, il y a trop de choses qui collent pas s'agissant du fait que Shanks soit un méchant. En tout cas, si cela venait à arriver, on aurait très certainement un des plus gros plot twists, tout manga confondu.